Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée, Idée. Idée, aujourd'hui, va vous conduire dans la réflexion métaphysique de la pandémie que nous vivons tous, coronavirus. Et ça sera avec notre métaphysicien que vous connaissez très bien, Elmancio Gorson. Elmancio, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Condor. Bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs. C'est toujours un plaisir et un honneur de faire partie de vos invités sur le plateau majestueux de Idée. Depuis des années, nous sommes dans ce périple-là et aborder effectivement, comme vous venez de l'introduire, la questionologie métaphysique du coronavirus. Je pense qu'il est important de le faire, vu que nous sommes au sein de la société différentes couches. Nous avons différentes approches, différentes perceptions, et c'est tout cela qui concourt à la découverte de la vérité sur une situation. Donc, franchement, merci pour la considération. Et j'espère, je crois, je pense que c'est une émission qui va aider les uns et les autres à appréhender également un autre pan de l'histoire. Oui, depuis que cette pandémie s'est déclarée sur la planète Terre, les scientifiques sont à l'œuvre, les politiques sont en train de faire ce qui les concerne. Vous, en tant que métaphysicien, quelle appréhension avez-vous de cette pandémie? Il faut dire que devant une telle situation, la réaction du métaphysicien est claire. Et cette réaction repose sur la connaissance des principes et lois de l'englobant tout. Chacun pourra donner un nom à cette réalité qu'on ne peut nommer, que ce soit Mao, Allah, tout ce que vous voulez. Mais la métaphysique cherche à comprendre le mécanisme, disons, subtil, spirituel qui est caché derrière la survenue des événements. Et c'est pour cette raison que la métaphysique repose sa trilogie, son concept très unique, qui est principe, loi et fait. Ce qui va sans dire qu'il ne peut y avoir aucun événement factuel, aucun événement concret, matériel, si précédant cet événement, des lois de la nature n'entraient pas dans une certaine combinaison pour produire un fait. Et que, supérieur à ces lois, il y a un principe ou des principes qui identifient l'être-té même d'une chose, puisque le principe est la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose. Donc, quand la chose ne possède pas d'existence propre ou d'être-té propre, la chose ne va pas se manifester à travers un ensemble de combinaisons, de manipulations, devenant ainsi des éléments concrets. Donc, pour nous, métaphysiciens, il n'y a pas d'effet sans cause. Il y a une raison principielle à cette situation et il faut donc rechercher, au-delà des recherches scientifiques, il faut rechercher les principes qui n'ont pas été correctement codifiés afin que, à l'avenir, les mêmes choses ne se répètent point. Et c'est ce que la métaphysique a eu à faire pour expliquer à l'humanité qu'il y a un paradigme éthique et moral que l'humanité n'a pas donc respecté, qui fait que les choses produisant par tout égard les mêmes résultats selon les causes, selon la loi, ce que tu fais, te fait, on doit voir le coronavirus comme une réponse d'une chose à notre endroit, parce que la trilogie dit il n'y a pas de fait sans une loi, il n'y a pas de loi sans un principe. Et donc, notre vision est claire. Il y a une raison spirituelle, une raison principielle à cette situation. Il faut la découvrir et ne plus sombrer dans la même situation. Bon, voilà, merci pour cet éclairage. Est-ce à dire qu'on peut, ici, sur le plateau de Idées, savoir les causes qui ont entraîné notre coronavirus? Alors, il faut analyser même ce que nous entendons généralement, pas par virus, mais par épidémie ou par pandémie. Ça, c'est un élément très important.
Parce que quand vous prenez, je vais décortiquer un peu le mot, hein, quand vous prenez le mot pandémie, vous avez une partie de ce mot qui est liée à pan, P-A-N, qui en réalité signifie la nature. Donc, une pandémie, différente donc d'une épidémie, c'est toujours une épidémie, mais beaucoup plus étendue, touchant donc pratiquement toute l'humanité, toutes les couches sociales, à une ère beaucoup plus étendue. Lorsque de tels événements surviennent, la métaphysique dit qu'une pandémie, ce n'est qu'une réaction, d'accord, de la nature qui cherche à retrouver un équilibre en restaurant des situations qui étaient précédemment déséquilibrées. C'est la raison pour laquelle toute la nature est engagée. D'accord? Toute la nature est engagée. Et quand ça touche le niveau viral ou le niveau microbien, ça veut dire que c'est au niveau quantique même que la nature a réagi et oblige les micro-organismes qui étaient déjà à la base de notre propre formation biologique, puisque nous ne sommes constitués que des êtres microbiologiques, eh bien, la nature fait intervenir ces mêmes êtres micro pour venir réguler, n'est-ce pas, une situation qui vraiment prend de l'ampleur et pèse sur l'équilibre de la nature. Donc, la nature répond. Vous voyez, quand la nature répond, elle répond à partir de son noyau. Et quand elle répond à partir de son noyau, tout le monde est indexé. Et les régions qui sont les plus touchées sont les régions ou seront les régions les plus déséquilibrées. Parce qu'un équilibre, pour la restaurer, devient plus pesant lorsque le milieu est plus destructeur. Mais quand le milieu est moins destructeur, eh bien, les conséquences ne sont pas aussi pesantes que dans d'autres régions. Donc, il faut percevoir la pandémie du coronavirus comme la nécessité de la part de la nature de vouloir restaurer dans son propre être ce que j'appelle un équilibre que les êtres vivants conscients humains que nous sommes, nous avons détérioré au fur et à mesure. Il n'en sera pas simplement uniquement de la pandémie, mais de toute forme de maladie qui prend une ampleur pandémique, de telle sorte que la terre, que les gens ne comprennent pas qu'elle est vivante. Et je ne sais pas comment les gens peuvent croire que la terre n'est pas vivante, puisque la nourriture que nous mangeons provient de la terre et la nourriture nous donne la vie. La nourriture est vivante. Vous mettez de l'eau là, ça va produire des moustiques ou des êtres vivants. La terre produit des microbes qui sont des êtres vivants. Donc la terre possède une vie. Pas la même vie telle que nous les hommes la possédons. Pas la même vie telle que l'animal ou le végétal possède. Mais la terre est un minéral qui possède une vie minérale, une conscience minérale et qui utilise des éléments vecteurs comme les microbiologistes biologiques pour pouvoir agir sur sa structure plus grande. Donc, c'est les petites roues qui font tourner les grandes roues. Et à partir du moment où la nature ressent à son niveau intrinsèque qu'il y a un déséquilibre qui est en train de l'introduire à s'auto-détruire, la nature va chercher inéluctablement à restaurer, à imposer. Maintenant, le danger, c'est que l'homme est tellement si ignorant qu'il ne comprend pas que tout ce qu'il est dépend de la nature, y compris sa propre survie physique dépend de son environnement. Et c'est son environnement qui est la priorité. Et que dans le processus de la sélection naturelle, son environnement aura toujours une priorité sur les éléments constitutifs de l'environnement. Puisque l'environnement préexistait aux êtres qui l'habitent. C'est parce qu'il y a eu un environnement propice que le développement des organismes a pu avoir lieu jusqu'à venir à l'apex humain que nous sommes. Ce qui veut dire que si la nature veut opérer par élimination, la nature va éliminer les éléments directs de son déséquilibre et va maintenir les éléments indirects qui ne le déséquilibrent pas ou qui ne la déséquilibrent pas.
Donc, les êtres humains ne sont pas prioritaires pour la nature. Il faut que vous le compreniez. Les êtres humains ne sont pas prioritaires pour la nature. Même si je fais une digression dans les écrits bibliques et coraniques et autres, vous allez remarquer que la plupart du temps, lorsqu'on parle de grande destruction de l'humanité, mais c'est toujours les hommes qui en pâtissent. Et à la limite, on vous dit que oui, il y a Noé avec ses quelques enfants, mais en dehors de ça, les poissons de la mer vivront toujours, les têtards seront toujours là. La plupart du temps, les microbes bio restent toujours prioritaires. Et les microbes ne se détruisent pas parce qu'il y a eu une inondation universelle. Non, ce sont des êtres qui appartiennent déjà à la nature et qui vont recréer la vie à partir de leur souche primaire. Donc retenez bien, les hommes ne sont pas prioritaires sur la Terre. C'est l'environnement pour l'univers et pour la Terre, c'est l'environnement qui est prioritaire. Et donc les êtres qui détruisent l'environnement, qui contredisent l'environnement, qui nuisent à l'environnement va les éliminer et s'auto-protéger et ne conserver que les micro-organismes ou les organismes indirects qui n'agissent pas directement sur sa destruction et vous n'y pourrez rien du tout. Je suis désolé et il faut le dire honnêtement que vraiment que la paix de Dieu soit sur tous les décès que nous connaissons dans le monde, mais j'accuse l'humanité de renoncer à la connaissance et de ne aller vers la connaissance que lorsque nous sommes dans les situations de malheur. Car lorsque vous êtes hébergé temporairement dans un environnement comme la nature, la première question à se poser, qu'est-ce que la nature attend en termes d'équilibre de nous? Et éviter de manipuler de façon aléatoire les éléments de la nature dont vous ne connaissez pas forcément le modus operandi et les réactions. Bon, voilà. Ceci étant, en tant que métaphysicien, quelles peuvent être les erreurs, les fausses manipulations que l'humain aurait opérées vis-à-vis de la nature jusqu'à ce qu'elle se plaigne jusqu'à ce degré? Bon, déjà quand on va dire que la nature se plaint, la nature ne se plaint pas parce que la nature est prioritaire. elle est sa propre reine. C'est comme un locataire dans une maison. Vous ne voulez pas respecter les conditions de la location, ben la nature s'en fout, elle vous vire. Elle ne connaît pas vos familles souffrent, les gens meurent, elle s'en fiche. Elle va développer, tout comme tout organisme, elle va développer ce qu'on appelle de la résistance, va envoyer ses soldats pour s'auto-défendre. Parce que la nature veut s'auto-protéger. Tout comme votre organisme, il faut prendre l'exemple sur notre organisme. Dès que quelque chose attaque notre organisme, l'organisme réagit et veut se protéger. Or, cet organisme-là, nous l'avons par la nature. Ce qui veut dire que la nature possède un système plus grand d'autodéfense que la nature active lorsque vous manipulez, et disons, de façon contre nature. Et ce que j'appelle contre nature, c'est quoi? C'est ce que je disais tantôt, vous êtes dans une maison. Quand vous êtes dans une maison, il y a des lois dans cette maison. Il y a des principes dans cette maison. Il y a des choses faisables, il y a des choses infaisables. Ce n'est pas parce que tout est possible que tout est faisable et non plus que tout est utile. Donc, lorsque vous vous décidez d'agir et d'interagir avec les éléments de la nature, vous devez respecter le principe de chaque élément de la nature. Vous ne pouvez pas faire devenir ce que je vais appeler un chien, d'accord? En fait, devenir un chien, un être humain. Parce que la nature a bien spécifié les espèces et a créé un vide temporel, spatio-temporel entre les règnes. Vous ne pouvez pas faire ce que la nature n'a pas prévu dans son schéma génétique, puisque la nature a elle-même son code génétique. Et dans le code génétique de la nature, il y a les bactéries, il y a les microbes, il y a les virus, il y a tout dans le code génétique de la nature, tout comme dans notre code génétique à nous. Il faut faire la loi de l'analogie. Tout ce qui est en haut est semblable à tout ce qui est en bas. Microcosme égale macrocosme.
Donc, quand on réfléchit de cette manière, on se rend compte que les êtres humains ont décidé de manipuler la nature à travers des lois contre nature, des choses que la nature n'a pas prévues. Et si vous faites ça, la nature, possédant en elle-même son système d'autodéfense comme ses soldats, la nature va répondre, elle va réagir. Et donc, je ne vois même pas pourquoi on se plaint dans la mesure où on devait identifier le responsable et dire, mais à qui profite le crime? Il faut identifier le responsable. Le responsable, c'est l'homme. Le responsable, c'est l'homme. Il faut qu'on commence à penser comme ça. Le responsable, c'est nous. Nous avons fait quelque chose et la nature a dit, je ne suis pas d'accord. C'est aussi simple que ça. Vous voulez dire alors que c'est une punition divine? Bon, il est vrai que le thème de punition, c'est un thème qui plaît beaucoup. Parce que on peut être dans un état, on peut parler en matière de religion de punition. C'est une interprétation. Pour certaines personnes, on peut dire que la nature réagit également de façon cyclique. Parce que la nature ne réagit pas tout le temps. Elle réagit de façon cyclique. C'est comme les saisons. Vous savez, les saisons sont là. Il y a un moment où on a la culture de l'igname, la culture de... Donc, les saisons sont là. La nature répond toujours de façon saisonnière. Si vous analysez aujourd'hui la nature et que vous l'écoutez, vous allez voir que toutes les grandes épidémies ou pandémies ont toujours eu lieu selon un cycle de 33 ans. 33 ans. Exactement, inévitablement. Ça, c'est ce qu'on appelle le cycle mineur. Il y a le cycle mineur, le cycle moyen et le cycle majeur. Le cycle moyen, c'est 66 ans. Et le cycle majeur, je vous le dis tout de suite, c'est 99 ans. C'est pourquoi certains métaphysiciens diront que tous les 100 ans, la structure génétique de la nature tente de se restaurer en tenant compte de toutes les interactions. Vous savez, nous avons en nous un système immunitaire. La nature également possède un système immunitaire. Nous avons un système immunitaire qui répond selon le cycle biologique de nous en tant qu'individu. Puisque tu manges, tu digères, c'est un cycle. Donc ton système de défense immunitaire réagit également selon un cycle approprié. Quand un élément s'introduit dans le corps, le système immunitaire ne réagit pas tout de suite. Le système immunitaire fait d'abord une enquête sur l'information et dit ensuite, OK, cette information, je ne la connais pas, va fouiller en elle-même pour dire, OK, est-ce que j'ai les ressources de contre-attaquer? Si le système immunitaire ne possède pas les ressources de contre-attaquer, le système immunitaire va dire, OK, je fais une acceptation de l'information sur ma couche périphérique et je prépare une contre-attaque après avoir analysé la substance. Et donc, le système immunitaire prend le temps d'analyser et de réagir. On remarque ça souvent dans les phénomènes de la toux ou de certaines petites maladies ou certains médecins. Moi, je l'ai souvent expérimenté, même avec mes enfants. Lorsque le corps tombe malade tout de suite, il ne faut pas lui donner tout de suite des médicaments. Parce qu'il peut arriver que dans le premier, le deuxième et le troisième jour, souvent c'est 3 jours, le système immunitaire cherche à s'adapter à nouveau pour reconnaître l'information et lutter contre. Car le système immunitaire possède une nature illimitée d'auto-adaptation. C'est parce que nous y mettons les piqûres, les médicaments, que nous endommageons le système immunitaire et nous ralentissons son action. Sinon, en réalité, la véritable guérison, ce n'est pas l'introduction des substances dans le corps, c'est le développement et la maîtrise de notre système immunitaire. C'est notre système de défense qui doit réagir. Dans tous les cas, c'est comme ça. Dieu a si bien fait les choses qu'aujourd'hui, vous prenez n'importe quel médicament, le médicament a toujours des contre-indications. Et ces contre-indications créent des maladies que d'autres médicaments doivent éliminer. Les mêmes médicaments qui viennent éliminer les contre-indications créent d'autres contre-indications dont on vous a mis dans une industrie de dépendance qui fait la richesse de beaucoup de personnes au lieu de faire la promotion du système immunitaire qui s'auto-adapte.
Il y a des gens qui s'adaptent à des environnements vraiment terribles. Cela veut dire que notre corps, on ne le connaît vraiment pas. Et on ne se permet même pas de le connaître. On se permet tout simplement de dire qu'on le connaît. Et maintenant, on le fout en l'air, on le fragilise, on lui donne des alimentations déréglées. Et lorsque la nature réagit par une pandémie, eh bien, on subit des milliers de morts parce que notre corps n'a plus son système de défense habituel. Les vaccins ont déjà tout tué en nous. Donc, je pense qu'il est important aujourd'hui que nous sachions leçon tirée de cette pandémie et que nous repensions toute notre logique d'interaction avec la nature. Et c'est en cela que je dis, ce n'est pas une punition, d'accord? C'est cyclique. Tous les 99 ans, il faut que les gens apprennent à connaître les cycles de la nature comme le jour et la nuit. Tous les 99 ans ou tous les 100 ans, la nature renouvelle au niveau électromagnétique. La nature renouvelle les structures de son ADN. C'est pourquoi certaines personnes vous diront que déjà en 1922 ou je ne sais pas quoi, il y avait déjà eu d'autres pandémies. Et toutes les pandémies se sont décalées de 100 ans, 100 ans, 100 ans. Vous voyez, depuis la Grèce antique, la Rome antique, la Perse, les gens ont fait le parallélisme et ont montré que chaque 100 ans, il y a forcément de grandes pandémies. C'est normal parce que le cycle de 33 x 3 de la nature agit sur ce que j'appelle l'ADN et l'ARN de la nature, puisque la nature également en a, et la nature renouvelle, tout en prenant en compte les informations interactives qui ont eu lieu de façon expérientielle avec elle et avec son environnement extérieur. Parce que la nature ne nous considère pas comme extérieur à son environnement. La nature nous considère comme étant intégrée à son environnement, alors que nous considérons la nature comme étant extérieure à notre environnement. Je ne sais pas si vous comprenez la logique. La nature nous considère comme étant intégrée à son environnement. Donc nous sommes des cellules au sein de la nature. Mais nous, quand nous réfléchissons en tant que Homo sapiens sapiens, nous disons que la nature est à l'extérieur de nous, ce qui fausse les données. Au lieu de dire que la nature est à l'intérieur de nous, ça nous permettrait de mieux interagir avec la nature. Mais quand on dit que c'est à l'extérieur de nous, on se dit qu'on peut faire ce qu'on veut avec la nature parce que ça ne nous touche pas directement. Alors que c'est faux. Quand on va dire qu'on va agir sur votre cœur, ça vous touche directement. Quand on va dire, Monsieur Condor, on va agir sur vos poumons, ça vous touche directement. On réagit, ah, mes poumons, ça va. Voilà. L'être humain a extériorisé la nature alors que c'est faux. La nature est à l'intérieur de nous. Et si nous prenons conscience, en faisant ce parallélisme, à savoir, nous sommes à l'intérieur de la nature, par conséquent, la nature est à l'intérieur de nous, nous allons voir qu'entre la nature et nous, il y a un équilibre absolu que nous devons respecter, sinon nous sommes perdus. Nous n'avons pas d'autorité sur la nature. Nous avons un rapport d'harmonie, d'équilibre. Les Égyptiens appelaient cela le djed. Ça veut dire un rapport d'équilibre entre l'homme et la nature. Et que si ce rapport se détruit, se détériore, l'homme va en pâtir parce que la nature va privilégier toujours les micro-organismes aux macro-organismes. Les dinosaures étaient morts entre-temps, pas à cause de la période glaciaire. C'est toujours les macro-organismes qui disparaissent. Et l'homme va partir, les animaux resteront, les animaux peuvent partir, les microbes resteront et la nature va se reconstituer à partir de zéro. La priorité, c'est la nature. Il ne faut jamais oublier ça. Merci. Et avec cette pandémie, quelle leçon spirituelle pouvons-nous tirer? Je pense que la leçon spirituelle première que nous devons tirer, c'est d'abord la mise en place d'une éducation métaphysique. Parce que j'ai coutume de dire que l'homme ne peut pas agir au-delà de sa connaissance. Il n'agit que dans la proportion exacte de ce qu'il connaît. S'il ne connaît pas, il ne peut pas agir. Il faut lui donner alors la connaissance et les outils de la connaissance afin que la personne s'approprie une nouvelle dimension de sa propre vie
Et à partir de là, il agira conformément à la lumière de sa conscience. Donc, la priorité des priorités, c'est de faire comprendre aux gens que la nature n'est pas simplement de la matière, que la nature n'est pas simplement une chose que l'on peut utiliser n'importe comment. Faire des essais atomiques ici et dire que ça n'a aucune conséquence. Vous voyez, faire de l'industrialisation anarchique et dire que ça n'a aucune conséquence. Faire du déboisement abusif et dire que ça n'a aucune conséquence. Manipuler les gènes humains et, la génétique au niveau humain et dire que ça n'a aucune conséquence. Vous voyez, penser n'importe comment et dire que ça n'a aucune conséquence. C'est ce que j'appelle la mauvaise politique humanitaire. L'homme doit se poser les bonnes questions. C'est ça la questionologie. Parce que tant qu'il ne se pose pas les bonnes questions, il ne peut pas trouver la réponse. Et moi, je défie n'importe qui de me dire ici et maintenant que l'homme vivant sur la terre ou dans l'univers est ce que je pourrais appeler plus puissant que l'univers dans lequel il se trouve. Non. À partir du moment où tu es au sein de l'univers et tu reconnais l'autorité de l'univers, tu approches l'univers avec la conscience du sacré. C'est ce que nos ancêtres faisaient. Même pour aller tuer les animaux, ils faisaient des sacrifices, ils demandaient la permission. Parce qu'ils savaient que la nature a une conscience. Il ne faut pas brutaliser la nature. Autrement, quand la nature va se fâcher, mais elle ne fera pas de cadeau. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Qu'on arrête de pleurer, qu'on s'essuie les larmes et qu'on se pose les bonnes questions en disant « Nous avons failli dans notre mission d'instaurer l'équilibre entre nous et la nature. Mettons en place une école ou des écoles de connaissances métaphysiques qui nous fassent comprendre la dimension vivante de la nature et qui nous donnent un code éthique et un paradigme moral au sein duquel ou desquels nous allons évoluer pour faire les approches de relations avec la nature. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà. Et c'est là où nous sommes en train d'aller. Aujourd'hui, pour gérer ce qui est en train de sévir, c'est-à-dire le coronavirus, nous avons les médecins, nous avons les spécialistes de la santé, appuyés par les politiques, qui donnent des directives sûres afin de pouvoir éviter toute la catastrophe que va causer cette maladie, cette pandémie du coronavirus. Les spirituels, les métaphysiciens que vous êtes, qu'est-ce que vous préconisez à l'humanité pour qu'on puisse échapper à cette colère de la nature? Bon, appelez ça colère de la nature, appelez ça colère de Dieu, ce que vous voulez. C'est une question d'interprétation. Et il faut dire que la métaphysique est claire sur la question. Aujourd'hui, nous sommes devant un phénomène chaotique qui montre tout simplement, premièrement, l'échec de la médecine. La médecine a échoué. L'échec de la politique. La politique a échoué. Je suis précis dans ce que je dis et je peux le démontrer. La médecine a échoué. La politique a échoué. Tout ce que vous citez là, ils ont échoué. En fait, Covid-19, au lieu même d'être simplement un ennemi, est plus qu'un ennemi. C'est un ami qui montre là où nous avons failli, là où nous avons échoué. Car même de ton pire ennemi, tu peux apprendre pour mieux faire. C'est la loi du Sun Tzu dans l'art de la guerre. Quand tu vas en guerre, tu connais ton ennemi, tu te connais toi-même et tu maîtrises le terrain d'intervention. À ce niveau-là, notre science médicale, notre politique ont complètement failli. Que dit la médecine? La médecine dit simplement qu'un esprit sain dans un corps sain. Et ça, nous sommes tous en accord avec, ou bien. Mais est-ce que c'est ce que la médecine fait? Ce n'est pas ce que la médecine fait. Parce que la médecine, à la limite, se fout complètement de votre état d'esprit, de votre esprit, et ne s'occupe que de votre corps. Alors que ce qui tue plus que la maladie elle-même de Covid-19, c'est la peur,
c'est la psychose. Quelqu'un qui souffre de la maladie, le simple même fait d'avoir peur peut complètement aggraver son état. Ce qui veut dire que nos émotions et notre esprit ont une prédominance sur notre état de bien-être physique. Donc, le véritable médecin, c'est celui qui s'intéresse d'abord à notre esprit. C'est là que la science médicale a échoué. Parce que si la science médicale s'était intéressée ipso facto en premier à notre état d'esprit, nous ne tomberions même pas malades. Parce qu'on aurait une médecine avant-gardiste qui traiterait notre façon de penser, notre façon de réfléchir, nos émotions, avant même d'aller traiter notre corps. Et cette médecine-là montrerait également au niveau éthique la relation spirituelle, que les gens n'aient pas peur du mot spirituel, si vous voulez, la relation mentale que nous avons avec la nature. Parce qu'aujourd'hui, la physique quantique a évolué et bien avant la physique quantique, la science neurologique a évolué et a démontré que nos cellules ont de la mémoire. Nos cellules possèdent une mémoire. Cela veut dire que nos cellules, loin d'être simplement des éléments mécaniques, possèdent en elles-mêmes une forme d'intelligence naturelle. Et la physique quantique a approuvé la chose en disant que dans le domaine de l'infiniment petit, c'est ça la physique quantique, on remarque qu'il y a une forme d'intelligence des particules qui demeure inexplicable. Car dès que vous portez votre attention sur les particules commencent à agir avec intelligence. Cela veut dire qu'il existe une intelligence dans la nature et on devrait le savoir parce que tout existant, préexistant à sa propre existence, la nature ne peut pas créer des êtres intelligents comme nous et ne pas posséder elle-même une matrice d'intelligence. Et c'est à ce niveau que les médecins ont failli. Et c'est à ce niveau que les politiques qui devaient accompagner une telle vision ont également failli. Moi, je les appelle tout simplement des corbillards, des médecins après la mort. Vous allez voir que tout ce qui concerne la médecine aujourd'hui, c'est toujours médecin après la mort. Ils interviennent toujours après les catastrophes. Il n'y a aucune médecine avant-gardiste. C'est toujours après. C'est toujours après. Toujours après. Sida, oui, c'est toujours après. Rien avant. Toujours après. Parce que tout cela est devenu commercial. Tout cela est devenu industriel. Et on fait du corps humain des essais de laboratoire pour des personnes, des firmes ou des entreprises qui gagnent des milliards et des milliards. C'est tout. Voilà. Et ça pose également un problème éthique et moral. Et on revient en métaphysique à la question ou à la questionologie. Homme, qui es-tu? C'est ça la grande question. Homme, qui es-tu? Parce que l'inconnu de toi devrait constituer pour toi une quête de toi. Je repense ça. L'inconnu de toi devrait constituer pour toi une quête de toi. Et à partir de ce moment où l'inconnu de toi ne devient même pas ta propre quête de toi, tu deviens dangereux pour ton environnement. Et le véritable virus, c'est l'homme. L'homme est un virus pour son environnement. Et la réaction de la nature est en train de nous dire, c'est toi Covid-19. C'est toi l'homme qui est le virus. Oui. Et on devait repenser ça. Je suis très sérieux dans ce que je dis. Et si on ne change pas notre manière de penser, comme le dit si bien Einstein, on ne peut pas penser de la même manière et espérer avoir des résultats différents. Pour avoir des résultats différents, il faut penser autrement. Oui, aujourd'hui, la science nous a donné un certain nombre de règles à suivre pour échapper tant soit peu à cette maladie. Au niveau de la métaphysique, vous avez quelques renseignements, vous avez quelques directives à donner à la population pour qu'elle puisse se protéger contre le coronavirus en tant que métaphysicien. Bien sûr.
Et je vais parler même avec preuve. Et je suis sérieux sur la question. Il faut dire que la métaphysique a trouvé sa solution. Et la métaphysique expérimente aujourd'hui sa solution. Il est vrai que les directives qui sont données, le port du masque, vous en avez vu, puisque nous sommes dans un état, il faut respecter les règles. Vous avez vu le gel, donc d'une manière ou d'une autre, nous respectons les consignes données. On est d'accord. Mais en tant que métaphysicien, on n'est pas resté les bras croisés. Et c'est pourquoi je disais tantôt que sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une dizaine d'émissions sur le coronavirus et j'ai donné des techniques de protection spirituelle. Et je peux vous dire aujourd'hui, je ne vais pas faire de la médiatisation pour le moment, mais nous, El Mansour Godson, parlant, nous avons trouvé une solution à Covid-19, c'est-à-dire un médicament pour résoudre le problème. À l'heure actuelle, nous l'avons déjà expérimenté sur 2 patients qui ont été guéris. Mais nous attendons de répondre à l'appel de l'université, puisqu'il y a un service de recherche. On nous a envoyé un protocole. Nous sommes en train de remplir le protocole qu'on va envoyer et les gens pourront tester cela. Et l'un des éléments importants de notre, de notre proposition pour résoudre le problème, c'est ce que nous appelons la respiration. Il y a aujourd'hui, d'accord, au niveau de certaines sciences qui sont admises déjà en Europe, telles que le yoga, telles que la méditation, telles que le coaching, lutte contre le stress, les gens ont découvert que la respiration, ils appellent ça la médecine quantique. Il y a la médecine quantique qui est née déjà, je vous signale ça. Il y a la médecine quantique qui, s'appuyant sur la respirologie, donc une science de la respiration, montre que l'individu peut accroître l'efficacité de son système immunitaire juste en adoptant une forme particulière de respiration. Et cette forme particulière de respiration, qui est appelée la respiration quantique, ou la respiration métaphysique, ou la respiration consciente, consiste à activer les particules quantiques à travers une forme de respiration qui, en agissant sur le corps biochimique de l'individu, donc allant jusqu'au niveau atomique de l'individu, va permettre de libérer au niveau de son corps biologique une réponse de son système immunitaire. Comme je le disais tantôt, ça fait partie des solutions que nous avons déjà utilisées et je vous assure, je suis sur une chaîne de télévision qui se sont avérées très efficaces parce que nous sommes partis sur certains malades qui ont envoyé leur test de Covid-19 et à qui nous avons simplement dit faites cette expérience et je vous assure, les gens se sont retrouvés incroyablement très bien. De toute façon, nous sommes dans le protocole pour déposer ce protocole-là au niveau donc de la science, ce qu'ils ont ouvert à l'université de Lomé, afin de faire valoir ces compétences-là. Mais il faut dire que pour la métaphysique, la solution a toujours précédé le problème. Un enseignant qui vous fait une épreuve dans une matière précise, c'est parce que la solution existait, préexistait, et c'est à partir de la solution qu'il a composé donc son problème. Donc pour le métaphysicien, la solution préexiste au problème. Et donc la métaphysique utilise un certain nombre d'éléments, d'où l'élément primordial qui est la respiration quantique. Je précise le mot, la respiration quantique, c'est-à-dire la respiration des particules quantiques pour pouvoir moduler les fréquences vibratoires au niveau de l'individu en agissant ainsi directement sur son système immunitaire. Et je vous assure, c'est parfaitement vérifié. Les gens peuvent faire la recherche aujourd'hui sur la thématique médecine quantique. C'est une médecine qui existe déjà, qui vient contredire la médecine conventionnelle pour montrer que le corps possède en lui-même des éléments que nous ne maîtrisons pas encore et que le corps peut s'auto-adapter. La médecine quantique va jusqu'à dire que, et ça va vous surprendre, le corps humain est constitué des éléments de la nature qui sont plus vieux
ou aussi vieux que la nature même. Par exemple, nous continuons de boire de l'eau. Je vous donne un exemple terre à terre. Nous continuons de boire de l'eau. Vous prenez cette eau-là, vous la buvez. L'eau vient de la terre. Mais la question la plus simple est la suivante. Quel est l'âge de l'eau? L'eau que vous buvez, à quel âge? L'air que vous respirez, quel est l'âge de l'air? Ce sont des questions que la médecine quantique pose. Le corps que vous avez qui se renouvelle avec les matériaux de la nature que vous consommez, ces éléments-là, à savoir les minéraux qui font partie des minéraux de la nature, ont quel âge? Et c'est là que la médecine quantique est arrivée à dire que le corps est constitué des mêmes éléments de la nature qui préexistaient il y a plus de 14 milliards d'années. Cela veut dire qu'il préexiste au sein des éléments constitués de notre corps à l'identique de la nature une intelligence de 14 milliards d'années. Est-ce que vous suivez la logique? Il y a une intelligence de 14 milliards d'années. Ça veut dire qu'en réalité, vos cellules souches qui proviennent du développement de la nature et des espèces, parce que ces cellules souches ne disparaîtront jamais, eh bien, ont une expérience de plus de 14 milliards d'années. Donc, que le corps possède les éléments quantiques nécessaires à sa propre survie, d'où la médecine quantique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut ouvrir le champ d'investigation, réunir des intelligences et dépasser la médecine conventionnelle qui est restée et figée, prisonnière de ses propres dictats et permettre les approches alternatives. Voilà. À l'heure où nous tournons cette émission, l'espoir de tout un chacun de nous sur cette planète Terre est de voir la fin de Covid-19. Et de continuer la vie après Covid-19. Métaphysicien que vous êtes, est-il possible de mettre fin à cette pandémie du coronavirus? Oui. Au fait, la question que vous avez posée, ça m'a fait un peu sourire. Et ce serait forcément l'espoir de tout le monde. Et penser de cette manière, ce n'est pas faux, d'accord? Mais c'est maladroit. Parce que cela reviendrait, c'est mon point de vue, cela reviendrait à l'expérience de quelqu'un qui est en plein carême ou en plein jeûne et qui espère que le jeûne finisse rapidement. Ce qui veut dire qu'il ne se préoccupe même pas dans le moment présent de sa propre transformation. Il se préoccupe tout simplement que la chose finisse. Mais pour que la chose finisse, il y a ta propre transformation qui doit entrer en ligne de compte. Et c'est ça que l'homme ne fait pas. C'est pourquoi vous avez des gens qui, même après avoir jeûné pendant 40 jours, après le jeûne, ils ont les mêmes mauvaises habitudes qu'avant le jeûne. Et je vais vous dire une chose. À la fin de Covid-19, l'humanité n'aura pas changé d'un iota. Parce que durant Covid-19, l'humanité ne regrette pas et ne se pose pas les bonnes questions de remise en cause. C'est ça le caractère transformationnel de l'homme. Même à la justice, on veut voir si tu regrettes, si tu fais une remise en cause. J'ai remarqué en étudiant l'espèce humaine, dans son arrogance, je pèse mes mots, dans son arrogance, j'ai analysé l'espèce humaine, je la vois tellement diabolique parce qu'elle se met sur un piédestal qu'elle n'a pas. Elle se croit le roi de l'univers alors que c'est une espèce qu'un petit virus a terrassé, un petit virus a arrêté toute l'économie, a arrêté toutes les technologies, a mis à terre tous les présidents et a fermé la bouche à tout le monde. Si l'humanité ne peut pas, au moment de Covid-19, repenser sa petitesse au sein d'un englobant tout et repositionner sa place dans sa conscience d'abord, en intégrant la nature en lui-même et en regrettant son acte, Covid-19, selon son cycle, va passer.
Mais l'humanité, parce qu'elle n'aurait pas changé, le même cycle va revenir. Donc, on ne peut pas régler un problème, d'accord, en coupant les herbes à la surface. Quand on veut supprimer les mauvaises herbes, on les déracine. L'homme doit déraciner dans sa conscience les facteurs de confusion dont il est l'avant-gardiste. Il doit débouter ces facteurs de confusion qui déséquilibrent sa relation avec la nature et commencer une saine relation avec elle. Tant qu'on n'arrivera pas là, vous allez croire que Covid-19 aurait fini, même si on trouvait un médicament ou, comme d'habitude, un vaccin, des conneries du genre, c'est mon point de vue. Mais on aurait tout simplement, suivez le mot que je vais utiliser, on aurait tout simplement inhibé la maladie. On l'aurait inhibé, tout comme on a toujours inhibé toutes les autres maladies en vous disant qu'on les a guéries. On n'a jamais rien guéri. La guérison vient de l'intérieur, du changement d'un état d'esprit. Mais tant que ce n'est pas fait, on va utiliser des produits pour inhiber. Prenez par exemple ce qu'on appelle un antidouleur. C'est ça qu'on appelle, on dit, les antidouleurs. Mais c'est quoi l'antidouleur? L'antidouleur ne supprime pas la douleur. L'antidouleur supprime ta conscience de la douleur, mais ne supprime pas la douleur. C'est la raison pour laquelle, quand l'effet de l'antidouleur ne travaille plus, vous ressentez la douleur. Ça veut dire que c'est de la drogue qu'on vous donne pour endormir des parties de votre corps afin que vous, de façon consciente, vous ne ressentiez pas la douleur. Mais la douleur, elle est là. Elle est refoulée en vous, au fond de vos cellules. Mais la question est la suivante. Ces douleurs-là vont devenir quoi après? Puisque la nature procède toujours par le principe rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En ce moment, la nature va faire quoi? Donc, toutes les maladies que vous ne guérissez pas, vous trouvez des palliatifs et que vous inhibez, et donc que le système immunitaire n'a pas réglé pour pouvoir apprendre et évoluer et s'adapter aux éléments futurs, ces maladies inhibées vont se transformer pour créer d'autres maladies, d'autres pandémies. Et après, vous allez avoir des organismes internationaux à la con, excusez-moi le mot, qui vont dire oui, on a gagné, on a vaincu telle maladie, on a vaincu, on n'a rien vaincu. Je suis désolé de le dire, on a foutu en l'air des milliards, rien gagné, rien vaincu. On a juste trouvé un palliatif, on a endormi la maladie qui, au fond de l'organisme, continue de se transformer sous la pression des sérums et des vaccins ou de je ne sais quoi. Et plus tard, ces mêmes maladies vont créer, générer d'autres maladies. Il faut que l'humanité repense son approche de la médecine. Il faut que l'humanité fasse l'approche de l'être humain en tant qu'être holistique, dans son ensemble, et non découper l'homme en des petits morceaux et ne traiter que des parties, alors que nous sommes un tout. Nous sommes un tout constitué de physique, nous sommes un tout constitué de chimie, nous sommes un tout constitué d'énergie, nous sommes un tout constitué d'émotions, nous sommes un tout constitué de pensée. Vous voyez, même la peur peut tuer. Or, la peur ne relève pas du corps, elle relève d'une émotion. Et l'émotion, on ne l'étudie pas. L'émotion même relève de la pensée, donc de l'interprétation que tu fais d'un danger. Et donc, la pensée est sollicitée dans ton organisme. Tu es tout ça. Tu es un être à la fois spirituel, et émotionnel et physique. La médecine doit tenir compte de cet ensemble et non ne tenir compte que du physique. C'est ça qui fait que les maladies, on ne les vainc pas. L'ancienne lèpre s'est déjà transformée en autre chose depuis longtemps et circule en nous sous forme d'autres maladies. Et ce sera toujours pareil. Donc je crois que l'humanité, et je répète, doit savoir leçon garder et aller à la connaissance de la nature. Car la nature demeure l'enseignante et l'enseignement. D'accord? C'est la bibliothèque dont nous avons besoin pour
mieux nous sentir en son sein. Un enfant dans le ventre de sa mère ne fait pas la loi. Non, c'est clair. Un enfant dans le ventre de sa mère ne fait pas la loi. Un enfant dans le ventre de sa mère subit les lois du milieu utérin et quand l'enfant sort, il peut faire sa loi. Nous sommes dans l'utérus de la nature. On n'a nulle part où aller. On n'a nulle part où aller. Nous n'avons pas à faire des lois. Nous avons à discuter avec la nature et à voir ce qu'elle attend de nous, à rentrer dans son processus et tout sera parfait. Oui, la toute dernière question. Nous savons que l'humanité est en œuvre. Les chercheurs sont en train de chercher. Les politiques sont en train de ce qu'ils peuvent faire. Et l'espoir est donné que d'un jour à l'autre, nous allons sortir du Covid-19. Est-ce que, en tant que métaphysicien, après cette pandémie, la vie sera telle comme celle-là que nous avons vécue avant Covid-19 ou elle prendra d'autres formes pour qu'elle soit autre chose après Covid-19? Bon, je pense que le nombre de décès, le nombre de morts que nous avons enregistrés sur toute la planète Terre, hormis pour le moment l'Afrique, bien sûr, qui heureusement n'a pas eu autant de morts, je pense que, et je l'espère, cela a commencé à faire réfléchir. Parce que un virus qui a fermé le Vatican, un virus qui a fermé les mosquées et les églises, un virus qui a obligé les hommes à faire l'expérience de la distanciation sociale. Je pense qu'il y a un message dedans. Un message qui montre que nous n'avons jamais été une seule humanité. Que nous n'avons jamais été un. Et que le virus ne nous impose que ce que nous avions l'habitude de faire. On ne se vivait pas. Et donc, en vivant aujourd'hui la distanciation, même dans nos propres familles, on commence à se sentir seul. J'ai un ami, j'ai vu, disons, hier sur la photo de profil, n'est-ce pas, d'un autre ami. Les deux étaient dans ce que j'appelle une forme de guerre ou de guéguerre depuis des années. Et j'ai vu les deux sur une photo de profil de WhatsApp de l'un d'entre eux. Et donc, je leur ai dit en même temps, j'ai dit au premier, ah, félicitations, je vois que ton ami et toi, vous vous êtes enfin réconciliés. Il dit oui, que bon, la vie, c'est ça, il y a des erreurs, on apprend et après, on fait avec. J'ai contacté l'autre ami qui, lui, est curieusement en France. Et je lui ai dit, je te félicite parce que tu as pu te réconcilier finalement avec ton ami. Et il me fait un audio sur WhatsApp et il me dit, mon cher Godson, je te remercie pour ton message. Tu sais, devant cette histoire de Covid-19, j'ai réfléchi. Je suis en France, je suis seul dans mon appartement, je subis le confinement. J'ai plein d'amis avec qui je buvais il y a quelques semaines et je t'assure, la moitié d'entre eux est partie. Et je vois des gens partir comme lorsqu'on tue des mouches. Ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, où va la vie? Où vont les querelles? Où vont les... J'ai compris, c'est lui qui parle, hein, c'est pas moi. J'ai compris alors que cette distanciation sociale-là nous montre que vous avez été toujours comme ça. Il faut apprendre en ce moment-là à reconnaître que vous avez besoin les uns des autres et que vous devez transcender vos différends. Et je lui ai dit, mon cher ami, je suis très heureux parce que tu as mûri spirituellement. Il faut que l'humanité arrête de voir les intérêts de la Chine, des États-Unis. Vous voyez, quand Covid-19 est arrivé,
on a vu la barbarie politique. On a vu même que des masses destinées à d'autres pays ont été détournées par d'autres pays. En fait, l'humanité, en ces heures sombres, continue de montrer son animalité, son indiscipline vis-à-vis de l'éthique de la nature. Cette défiance-là, la nature n'aime pas ça. Alors que c'est le moment de prouver que nous sommes une seule humanité et que le virus ne connaît pas le noir, ne connaît pas le blanc, le chinois. Le virus ne connaît pas de frontières et nous devons repenser toute notre économie, toute notre politique, toute notre société. Mais si nous ne le faisons pas, eh bien, Covid-19 va revenir encore sous une autre forme jusqu'à ce que l'humanité arrive à cet état de conscience. Nous sommes universels. Nous sommes une seule nation appelée humanité et nous devons apprendre à partager les ressources de la terre de façon égale sans nous autodétruire sur une nature qui ne nous appartiendra jamais. Qui que nous soyons, quel que soit le pays, la nature ne nous appartiendra pas. Moi, je pense que c'est ce que nous devons commencer à réfléchir. Une autre organisation de la société, une autre organisation de l'économie, une autre organisation de toutes les politiques sur toute la planète Terre, parce que Covid-19 a dit, vous avez tous échoué devant moi. Je crois qu'on doit repenser notre dimension de fragilité humaine. Il faut qu'on repense la fragilité. Nous ne sommes forts que lorsque nous reconnaissons que nous sommes fragiles et que nous avons besoin les uns des autres pour être vraiment forts. Voilà, chers téléspectateurs, la fin de ce numéro de Idées. Aujourd'hui, nous avons parlé des dimensions métaphysiques du coronavirus. Nous avons compris que l'être humain a besoin de renouer ses relations avec la nature, de faire en sorte que l'humain se sente à l'aise dans cette nature, sur cette planète Terre où nous vivons, et ne pas être agressif contre cette nature. Sinon, les lois de la nature ne sont jamais immuables. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Nous vous promettons d'autres émissions, mais d'ici là, bye bye.